Bonjour, je vais vous accueillir en bonne et due forme. Tout le monde a son café, tout le monde a... Ouais, mais vous n'hésitez pas pendant la conférence, on veut que ce soit convivial, donc vous pouvez vous lever pour commander, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre à cette quatrième et dernière conférence de la saison. Je vais vous présenter tout de suite notre conférencier de ce soir et puis après, je vais dire quelques mots sur nos intentions pour l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Daniel Castillo-Durante, qui est chercheur, essayiste et romancier québécois d'origine argentine. Il est membre de la Société royale du Canada et professeur au département de français de l'Université d'Ottawa. Il a fait paraître près d'une quinzaine d'ouvrages, dont les romans Un café dans le Sud, La passion des nomades, Les foires du Pacifique, Ce feu silant de l'exil et Le silence obscène des miroirs, sont plus récents, dont le titre est aussi celui de la conférence d'aujourd'hui. Il a aussi publié des essais, j'en ai noté quelques-uns, Littérature, culture et société en Amérique latine, Les dépotoirs de la postmodernité, Les dépouilles de l'altérité, Sade ou l'ombre des lumières, et Ernesto Sabato, La littérature et les abattoirs de la modernité. Ses champs d'intérêt en recherche concernent, entre autres choses, les théories littéraires, la littérature française, les littératures latino-américaines et les pratiques culturelles francophones et latino-américaines contemporaines. Il a remporté de nombreux prix littéraires pour son œuvre romanesque et a été finaliste à de nombreuses reprises pour des prix en lien avec ses romans et ses essais, dont le plus récent est sa mise en nomination pour le prix des lecteurs Radio-Canada 2012 pour le roman Le silence obscène des miroirs. Sa conférence viendra clore la série que nous avons entamée en avril avec la conférence de Patrick Imbert, puis poursuivie avec celle de Lucie Joubert, qui est ici présente, et celle de Kazereka Kawairei. Et au nom de Salon Double, de toute son équipe à Montréal, à Québec, ici à Ottawa, au nom de Brigitte Fontil qui est cachée derrière moi, et en mon nom à moi, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont assisté à l'une ou l'autre de ces conférences, ou encore à toutes les conférences, et de nous avoir convaincus de la pertinence du type d'événement comme aujourd'hui. Donc, tenir une conférence à l'extérieur des murs de l'université pour amener la littérature dans le vrai monde et discuter sans artifice, sans contrainte, de littérature contemporaine autour d'un breuvage chaud ou froid et d'un café et gâteau, etc. Donc, on vous annonce sans grande surprise que la série va être de retour l'année prochaine. On est déjà en train de réfléchir à la forme que ça prendra. Il y aura certainement des conférences, mais on vous réserve aussi peut-être quelques surprises formelles, c'est-à-dire. Donc, tenez, on vous tiendra au courant par les médias sociaux et les formes plus traditionnelles, mais on est en train de préparer des choses éclatantes. Et dans l'attente, je vous invite à consulter le site de Salon Double à l'adresse salondouble.contemporain.info. Donc là-dessus, vous pourrez retrouver en balado-diffusion les 3 conférences qui ont eu lieu précédemment et plus tard cette semaine, on mettra celle de M. Durante en ligne aussi. Vous pouvez réécouter, commenter, etc. Il y a aussi plusieurs textes d'écrivains, de professeurs, de chargés de cours, de doctorants, de gens à la maîtrise en études littéraires sur la littérature contemporaine. Et on vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à participer à cette élaboration d'un nouveau discours critique, bien, à soumettre des lectures d'œuvres de la manière qui vous plaît. Donc ça se passe à l'adresse salondouble.contemporain.info. Mais pour l'heure, je vais céder la parole à notre conférencier de ce soir. Et puis, sa conférence sera suivie d'une période de discussion dans laquelle, on l'espère, vous allez tous participer, ne pas hésiter surtout. On fera circuler le micro. Bon, c'est qu'on enregistre la conférence, comme je le disais tout à l'heure, donc il n'y a pas d'amplification de la voix. Vous n'aurez pas à vous entendre parler, mais nous, on aura la trace numérique de votre passage ici, et puis ça sera diffusé sur le site web. Allô, allô. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Non, hein? On me dit que non. Ah, c'est pour le... Oui, d'accord, c'est vrai. Bon, voilà. C'est un micro un peu obscène, lui aussi, parce qu'il cache des choses, mais voilà. Alors, bah, écoutez, bonjour. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés dans cette belle journée ensoleillée, un peu fraîche, mais belle, lumineuse. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre-Luc Landry et Brigitte à mes côtés de leur accueil chaleureux, de l'invitation et puis de ce beau travail qu'ils font avec toute l'équipe. Il y a Catherine, il y a également donc, la personne que je ne connais pas qui a fait cette belle affiche là, Andréane Gay. Donc il y a quand même derrière une belle équipe et vous êtes en train de faire un travail, à mon avis, utile et tout à fait digne d'éloge. Donc d'amener en dehors des murs de l'université la chose littéraire, les enjeux, les discussions, où il peut y avoir quand même une vie à partir de
d'une animation culturelle qui échappe un petit peu au martèlement des médias qui nous abrutissent un peu à force de se répéter. S'il y a un lieu où, je crois, on peut se précipiter dans une certaine lenteur, une lenteur sinon de réflexion, du moins de divagation, c'est bien l'espace littéraire. Donc un très gros merci. Je tiens également à remercier, the last but not the least, mes collègues qui sont là ce soir. Donc Lucie, merci, Lucie Joubert, également Christian Mila, directeur du département de français de l'Université d'Ottawa, mais non seulement, et en dehors de ça, surtout lecteur, je dirais, ô combien lucide, qui a toujours eu la générosité de me lire et me faire des commentaires dont mes romans ont bénéficié. Je salue également la présence de Geneviève. Merci Geneviève d'être là. Et je remercie toutes les personnes que je connais, et elles sont nombreuses ici, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, font beaucoup également pour la diffusion de notre vie francophone culturelle à Ottawa. Et j'aimerais, pour terminer, un petit peu dédier en quelque sorte cette présentation sur ce concept d'obscénité tel que se dégage de mon dernier livre, le dédier, je dirais, à tous ces étudiants, toutes ces étudiantes qui me suivent et qui, avec beaucoup d'audace, ouvrent des nouvelles voies, autant à la fiction qu'à la recherche. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu suivre toutes les conférences du cycle. Je m'en veux, mais la raison en est que d'habitude, le lundi, je dois rentrer donc de Montréal, et la seule conférence à laquelle j'ai pu assister, c'est celle de Lucie, que j'ai suivie avec beaucoup de profit. Mais j'espère que l'année prochaine, le jour choisi sera peut-être pas un lundi. Aujourd'hui, il a fallu que je cavale comme un fou pour être à l'heure. Alors je ne voulais surtout pas être un homme en retard comme le personnage de mon dernier roman. N'attendez pas de moi ce soir une conférence académique. On est dans un lieu qui n'est pas un lieu universitaire, c'est un lieu en dehors des murs de l'université. Cela a ses avantages. Même si j'aime beaucoup l'université, j'aime beaucoup le métier que je fais depuis des années, mais j'aime aussi sortir des milieux universitaires parce que ça permet, au fait, une parole vive, peut-être parfois moins menacée par les paradigmes qui sont toujours présents et qu'il faut respecter au niveau de la recherche. Je n'ai rien contre les paradigmes, bien que de temps en temps, j'aime bien quand même brasser un peu la cage et un peu les secouer. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt une sorte de, je dirais, une sorte de présentation sur 2 ou 3 enjeux qui se dégagent, à mon avis, de la fiction que je fais modestement, et notamment du dernier roman, Le silence obscène des miroirs, que Pierre-Luc a eu la gentillesse donc de mentionner tout à l'heure. Donc je vais vous parler un peu d'obscénité. Quel sens accorder à ce mot aujourd'hui? Comment le rattacher à l'espace littéraire? Et en quoi il nous touche de près, nous ici qui vivons en Amérique, en Amérique du Nord, et particulièrement également à tous ceux et celles, et ici je pense que vous me suivez sur ce terrain, qui s'intéressent aussi au dialogue avec les autres cultures, et notamment les cultures des Amériques. D'habitude, le concept d'obscène, nous le savons, est très rattaché à une représentation vulgaire, choquante, d'un certain réel. C'est un terme qui souvent va être appliqué lorsqu'il est question, par exemple, de pornographie. Et là, Pascal, je dis pornographie et je vois une cuvette, une salle de bain. Est-ce qu'on pourrait fermer la porte juste là pour... juste pour... Voilà, merci Pascal. Donc, d'habitude, le concept d'obscénité est donc rattaché à une forme de pratique qui choque, disons, le bourgeois, qui choque les valeurs de la société.
Je crois que pour ce qui est de l'obscénité dont il est question dans mon roman, ça va, tout en tenant compte de cet aspect-là, vers un autre aspect qui me semble intéressant, car après tout, la première acception d'obscénité, telle que je viens de la décrire, elle peut aussi donc gagner à être en synonyme avec justement ça, vulgaire, ordinaire, trivial, choquant. Non, la deuxième acception que je vous invite à considérer irait plutôt dans le sens de son rapport à la représentation. C'est-à-dire, dans l'obscénité, il y a le fait, me semble-t-il, de forcer un certain réel. Par exemple, lorsqu'on nous parle de pornographie, sans être un spécialiste en la matière, je m'intéresse comme vous tous, vous toutes, à ce phénomène qui parcourt la colonne vertébrale de la société dans laquelle nous vivons. Et j'observe que cette pornographie, elle passe toujours, je regarde ici Nathalie qui a travaillé la question, elle passe toujours donc par une représentation à bien des égards extrêmement topique, extrêmement stéréotypée, à tel point que cela souvent finit par soit écœurer, soit fatiguer. Mais par contre, le phénomène de l'obscénité qui m'intéresse et que on va voir se produire dans le silence obscène des miroirs, c'est le phénomène qui produit cette représentation, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à tout prix à vouloir en quelque sorte faire accoucher un phénomène d'une image déjà là. Donc, dans le cadre, mettons, de la représentation pornographique, donc, et on le voit même avec la publicité qui va vers des modèles de plus en plus jeunes, ce qu'on a appelé la sexualisation donc du produit marchand, on va de plus en plus vers le fait de, en quelque sorte, obliger le réel à produire un certain type de représentation. Donc, par exemple, dès qu'il est question du phénomène relation avec la prostitution, eh ben, la prostitution donc signifie une femme dégradée, une femme souvent droguée, une femme souvent abusée à l'origine, exploitée avec des macros. Donc, impossible d'imaginer une prostitution heureuse. Impossible d'imaginer un autre réel qui pourrait aussi être représenté. Avons-nous vu, avons-nous eu droit dans les médias à une prostituée qui serait mère de famille et qui, après avoir terminé son travail, aurait le plaisir de parler de l'éducation de sa fille et du bonheur de passer quelques semaines de vacances grâce à son travail dans les Caraïbes. Donc, l'obscénité dont je parle, c'est une obscénité qui m'est venue tout d'abord à partir de mes travaux, et je parlerai ici surtout de mes fictions, au niveau du stéréotype. Vous savez, une des choses qui me semblait toujours problématique, c'était en littérature, c'est par exemple, lorsque j'allais vers le cinéma hollywoodien, de toujours voir que lorsqu'il était question de l'Amérique latine, c'était toujours une Amérique latine frelatée, une Amérique latine prête à la consommation, c'est-à-dire prête à la consommation en fonction d'un marché. Quel marché? Le marché donc états-unien, et puis le marché qu'on peut appeler de la mondialisation at large, où il faut donc que les Mexicains aient le visage basané, qu'ils soient, a lazy boy, a lazy boy, just ce qu'il faut pour que l'image du Mexicain passe. Mais un Mexicain qui aurait les yeux bleus, qui serait blond, qui travaillerait de 5 heures du matin à 8 heures du soir, cela ne passerait pas dans le cinéma de ces années-là. Alors à partir de là, je me suis penché aussi sur le concept même d'identité. Vous savez, je viens d'un pays, je suis né dans un pays, je viens du Sud, donc pour les personnes qui m'ont lu, ont bien compris que la plupart de mes personnages ont toujours un rapport entre le Nord et le Sud. Des personnages qui souvent d'ailleurs perdent le Nord à force de vouloir chercher un Sud qui demeure à bien des égards parfois obscène, mais dans le sens que j'essaie de travailler ici. Alors,
né en Argentine, je me suis posé plusieurs fois la question de ce concept d'argentinité. En espagnol, on appelle ça la argentinidad. Donc, on a beaucoup bâti dans les Amériques dites latines. Je n'ai pas le temps ici de développer pourquoi l'Amérique on l'appelle latine et pas Amérique, par exemple, ibéro-amérique, comme disent les Espagnols. Hein. Eh bien, en Amérique latine, lorsque je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est que d'être argentin, il a fallu que j'aille vers l'obscénité à certains égards. Pourquoi ? Parce que ce concept d'argentin, à bien des égards, fonctionne, et j'entre déjà dans mon dernier roman, comme un miroir. C'est-à-dire, le sujet argentin, il va se voir comme un sujet d'origine européenne. Il va donc adhérer aux valeurs européennes. Il va même tout de suite se référer à la ville capitale, Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, comme une ville qui ressemble à une ville européenne. Vous savez, lorsque vous venez chez nous, à Buenos Aires, je peux vous amener dans des coins et vous me direz, ça c'est Barcelone, ça c'est Paris, ça c'est Madrid. Alors, j'ai essayé donc de comprendre le rapport entre l'identité, le miroir. Donc, pourquoi un sujet a-t-il besoin de se regarder dans une ville comme Buenos Aires pour être reconnu comme argentin ? Alors, bien sûr, je ne vais pas vous ennuyer ici avec une longue recherche, mais sachez que tout cela a des explications historiques. À l'origine, on peut dire, il y a un personnage qui s'appelle Sarmiento, qui est un intellectuel qui va devenir président de l'Argentine au XIXe siècle. Aux alentours de 1850, Sarmiento, alors qu'il était en exil à Santiago du Chili, donc le pays voisin, le Chili, il va écrire un livre qui s'appelle « Civilisation ou barbarie ». Civilisation o barbarie. Dans ce livre clé de la modernité argentine, on assiste à deux types de représentations. D'un côté, il y a la représentation de l'autre, c'est-à-dire l'Indien, c'est-à-dire celui qui a la peau cuivrée. Et de l'autre côté, il y a l'Argentin, le blanc. Alors, Sarmiento, dans un tour de force, et vous voyez, dans un tour de force qu'aujourd'hui j'appellerais relevant de l'obscénité, va décrire l'Argentin autochtone, aborigène, puisqu'il est né sur place. Hein, il vient de là, il vient soit de la Patagonie, soit du Nord, et il a occupé la Pampa. La Pampa, c'est cette plaine qui, à perte de vue, nourrit de blé, de maïs et de soja l'Argentine et le monde. Ah, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Argentine, on l'appelait le grenier de l'Europe, alors que l'Europe se déchirait et il y avait énormément de famine. Alors, lui, Sarmiento, dans ce livre, Civilisation ou barbarie, il va décrire le sujet autochtone, et je ne l'invente pas, il va le décrire comme un bédouin. Bédouin. Il va le nommer bédouino. Il va dire, c'est un sujet qui n'a pas de chez soi, c'est un sujet qui passe sur la terre, qui est un nomade et qui n'est pas né sur place. Il va le présenter comme s'il venait d'ailleurs, comme une sorte de gitan, comme une sorte d'extraterrestre qui serait arrivé par hasard tout à coup et qui serait tombé dans le nord, sur la Pampa et dans cet énorme espace argentin. Enfin, énorme, tout est relatif si on le compare avec le Canada, deuxième pays en surface dans le monde, presque 10 millions de kilomètres carrés. Mais sachez quand même que l'Argentine, elle est exploitable de A à Z. Elle n'a pas, comme nous, dans notre beau pays, beaucoup d'espace où l'hiver, parfois, nous chasse. Alors, je me suis posé la question, pourquoi aura-t-il fallu étouffer dans l'œuf l'altérité radicale représentée par l'autochtone, qui lui d'ailleurs, dans ces espaces de l'Amérique du Sud,
a donné des hautes intensités au niveau de civilisation et des cultures. Ai-je besoin ici, peut-être lui, pour certains d'entre vous, de rappeler que c'est en Amérique du Sud qu'on trouve des traces de civilisation majeure. Il suffit d'aller, par exemple, à Cusco, Corco, qui est donc en quechua la langue des Incas, qui se parle encore sur les hauts plateaux andins, qui veut dire le nombril du monde. Donc, nous avons affaire, en plus, à des hauts lieux de culture. Vous savez, mon père, parmi les qualités qu'il avait, bien que je sais que dans les romans, souvent on me dit « Mais si c'est ça ton père, mon Dieu, tu en fais des portraits épouvantables. » C'est un personnage de roman. C'est un personnage de roman. Mon père, parmi les qualités qu'il avait, c'est qu'il collectionnait des huacos, il collectionnait des céramiques. Donc très très jeune, des céramiques pré-inca, des céramiques inca. Donc très jeune, j'ai été, Dieu merci, élevé à la culture autre. J'ai eu cette chance. J'ai même, chose que personne ne sait ici, mais il me plaît de temps en temps de révéler quelques petits secrets culturels, si j'ose dire. J'ai étudié le quechua. Je peux vous dire que parmi les registres là, de civilisation qu'on peut trouver dans les Amériques dites latines, il y en a un qui pourrait nous apprendre tellement aujourd'hui sur le rapport à la terre, sur le rapport à l'équilibre, sur le rapport à comment mieux comprendre une certaine harmonie au niveau du progrès. Eh bien, moi, qui grâce également à mon père, qui était un véritable nomade, j'avais connu beaucoup de pays, en Amérique latine notamment, j'avais vécu au Pérou, etc. Je me suis posé la question, comment fonctionne alors ce concept d'identité? Et pour le cas de l'Argentine, je suis arrivé à la conclusion, c'est un mot un peu trop lourd, disons, à l'hypothèse que, comme dans un miroir, le teint, T-A-I-N, c'est-à-dire cet élément obscur qui permet le phénomène du reflet, le teint, c'était l'Indien. C'est-à-dire, cet élément d'ailleurs qui allait dans le sens de l'obscurité, hein, la peau cuivrée, le véritable teint de l'identité argentine, ça s'appelle l'Indien. C'est-à-dire, le blanc argentin ne réfléchit son identité que dans la mesure où en arrière, il y a cet élément qui a été noirci à souhait, qui est devenu donc une sorte de noyau dur d'amalgame, le teint, grâce auquel le reflet de l'identité, la argentinidad, se projette. Et oui, la modernité argentine, il suffirait de faire un petit voyage à Buenos Aires, a été bâtie à gros coups d'obscénité, si vous acceptez d'un point de vue purement, comme on dit en langage académique, heuristique, si vous acceptez donc cette hypothèse. Donc l'espace même de l'argentinité, la modernité, l'espace de la modernité argentine est un espace donc qui se crée en trompe-l'œil. Donc le porteño, donc celui qui habite près du port de Buenos Aires, donc celui qui va toujours dire « mes parents viennent d'ailleurs », soit de l'Espagne, soit de l'Italie, soit de la France, soit de l'Allemagne, etc., etc. Donc, tout cela vont en quelque sorte bâtir de génération en génération une sorte, je dirais, de reflet obscène dans le contexte de cette hypothèse où il y aurait, pour ainsi dire, un phénomène qui consiste donc à taire la partie obscure, la partie non grata, la partie qui doit être cachée de façon à ce que la lumière, l'argent de l'Argentine, hein, le argentum, hein, c'est pour ça que parfois il m'était arrivé dans le passé, dans certains de mes essais, d'écrire Argentine. Oh, j'écrivais argent, trait d'union, INN. Vous voyez, in, non, c'est-à-dire l'auberge de l'argent. Alors, dans quelle mesure, donc, c'est la question que pose ce roman, dans quelle mesure, à l'aide de cet exemple, toute construction identitaire n'obéit pas un peu à ce mécanisme de teint, à ce mécanisme où l'on cache pour développer un autre aspect. Alors, c'est ici donc que j'en viens
au silence obscène des miroirs. Cela explique pourquoi mon personnage, qui s'appelle Jean-Marie Castel, qui est photographe, lorsqu'il quitte le Canada, lorsqu'il quitte son travail au jour le jour de photographe, car il fait encore partie de ces êtres qui croient qu'on peut capter des intensités au niveau des images. Et je crois que tout l'art tourne autour de cette problématique-là. Hein. L'intensité, il faut aller la chercher, là où elle est. Et parfois, un certain nomadisme y aide. Alors, mon personnage, lui, il a quitté les lieux qu'il connaît, il s'est dépaysé, il a donc quitté le pays connu pour aller vers l'inconnu. Parce qu'il est né ici, il est né de ce côté-ci des Amériques. Et il s'en va dans le sud. Dans mes romans, il y a toujours un dépatriement. Il y a toujours un changement, un besoin de briser avec le connu pour aller vers l'inconnu, de briser avec le point de repère pour aller peut-être vers un point de non-repère, hein, coupé d'avec le pays du père, parce que malgré tout, c'est le père, il y a aussi une symbolique du père. Le père, ce n'est pas seulement le père biologique, c'est aussi le lieu où le sujet se constitue, construit son rapport à ce reflet que j'appelle obscène de l'identité. Alors, il arrive dans un pays qui s'appelle l'Argentine, et il va, à un moment donné, alors qu'il loue une petite maison à flanc de colline, qu'il est entre ciel et terre, qu'il est suspendu face à une nature forte, volcanique, il va sortir de chez lui, et il va être l'objet d'une agression. Je vais peut-être à un moment donné lire un passage, et il va perdre son passeport canadien. Et voilà Pierre-Luc, la perte du passeport canadien, c'est comme la perte du miroir. Il perd donc ce document grâce auquel, lorsqu'il est en excursion, lorsqu'il est à l'étranger, un reflet lui permet quand même de dire non, j'ai ça qui permet de dire qui je suis. Vous savez, globalement, la représentation du réel, c'est tout l'enjeu. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Christian, plus tard, participera, Geneviève, Lucie, vous toutes, vous tous. Mais moi, je dirais un enjeu commun quand même par rapport au littéraire, c'est comment peut-on représenter le réel ? Et comment peut-on le représenter de nos jours? Parce que la question se pose de plus en plus difficilement, me semble-t-il. C'est une hypothèse que j'aimais. Je ne sais pas, moi, il y a tellement de périodes que j'aime dans la littérature, surtout lorsque, mettons, on reste en francophonie. Le XVIIIe siècle m'a tellement passionné. J'avais failli d'ailleurs faire mon dernier travail de recherche là-dessus. Mettons, je pense à des écrivains comme Sade. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Sade, et en dépit de cette vie hautement difficile qu'il a eue, mais très courageuse, il avait encore la liberté de représenter ce qui n'avait pas été encore représenté, pas comme il le fait. Aujourd'hui, je pose la question, peut-on aller au-delà de ce que Sade a fait ? Parce que l'obscénité est devenue tellement active, elle est devenue tellement industrielle, que les limites de la représentation aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Hein? Donc, moi un des enjeux qui me passionne beaucoup lorsqu'il est question de commencer un nouveau texte, c'est comment dire ce phénomène sans tomber dans le cliché, sans tomber dans le stéréotype, aller vers ce que j'appelle le côté métatopique, subvertir donc le cliché. Je dis que ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes bombardés par toute une série d'images dont l'obscénité, et je ne dis pas, qu'on s'entende bien, je ne dis pas ici obscénité avec jugement de valeur. C'est un phénomène, il est ce qu'il est. Je ne suis pas ici en train de dire obscène, comme le dirait ma grand-mère, pour disqualifier un phénomène.
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, en tant que chercheur, mais je laisse ça de côté aujourd'hui, mais en tant qu'écrivain, jamais, je crois, il faut se permettre de devenir juge de quoi que ce soit. Un écrivain qui devient juge, il n'est plus un écrivain. Donc on observe un phénomène et toute la marge de manœuvre, c'est essayer de le rendre de la façon la plus intense possible, mais sans trahir quand même un certain régime de représentation. Alors, le réel est-il représentable encore de nos jours? Alors, voici, je dis que dans Le silence obscène des miroirs, ce qui est en jeu comme représentation serait non pas le réel, vous savez, il y a tellement de réels, il y a le réel symbolique, il y a le réel imaginaire, il y a le réel, il y a plusieurs réels. Hein, exemple, lorsqu'on pense à l'image du père, vous savez, c'est une des obsessions de mes personnages. Hein, à bien des égards, le père, peut-on représenter le père? La mère, peut-on la représenter? Alors, à bien des égards, on peut dire qu'on a un père imaginaire. On porte en soi plusieurs pères. Un père imaginaire, un père symbolique. Eh bien, je crois que dans ce roman, il est question d'un réel que je vais appeler ici spéculaire, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux, excusez-moi pour ce terme un petit peu pédant, un petit peu académique, si j'ose dire, mais spéculaire dans le sens réel rattaché au miroir. Spéculaire dans le sens de réel attaché à besoin d'avoir un reflet pour fonctionner. Réel, spéculaire, ça veut dire pour moi dans le... Et c'est le roman qui me l'a appris. Je ne pars pas à la base avec un présupposé. Voilà, je vais développer le réel spéculaire. J'ai essayé de comprendre pourquoi ce Jean-Marie Castel n'arrivait pas à entrer en contact avec lui-même. Comme dirait Pessoa, pourquoi il était en dehors de son corps? Il était en vadrouille. Voyez, ce sentiment d'être en vadrouille d'un corps, comme le dit si bien le poète portugais Pessoa, qui a développé tellement de pseudonymes pour essayer de se retrouver, il ne s'est jamais retrouvé. Alcoolique, il est mort alcoolique dans les rues de Lisboa, à Lisbonne. Alors, mon personnage, Jean-Marie Castel, il essaie de comprendre donc ce qu'il arrive lorsque il essaie de prendre en image les autres comme identité. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est finalement se confier à l'œil de la caméra. Mais, vous le verrez, l'œil de la caméra va être figé, et c'est là que commence l'obscénité pour lui. Voilà. Je ne ferai que 3 citations. J'espère que vous aurez la bonté de ne pas bâiller pendant ces 3 citations. Voici la première. On voyait bien qu'elle ne venait pas du même milieu que les autres. Puis ce visage qui gommait le paysage, y compris les crêtes gorgées de neige du volcan lui servant de toile de fond. Alors, plutôt que d'utiliser l'interphone tel que préconisé par le propriétaire de la maison, il avait débarré la porte blindée à 12 points d'ancrage pour parler à l'inconnu. « Je suis venu pour que vous me preniez en photo, dit-elle, de but en blanc, d'une voix douce et fluide comme un ruisseau de montagne. Tout coulait naturellement chez elle. Du moins, c'est ce qu'il avait songé à ce moment-là. Pourquoi moi, alors qu'il y a toutes sortes de gens qui se baladent avec un appareil photo à la main ? Il posa sa question sans y croire, juste pour retarder le moment où il faudrait appuyer sur l'obturateur afin que l'image de la fille se concrétise dans sa rétine. « Parce que vous êtes étranger », fut sa réponse brève et lapidaire. Elle se tenait debout sur la terrasse, les bras croisés dans l'attitude de quelqu'un qui garde plus d'un secret dans sa poitrine. « Voulez-vous entrer, vous réchauffer ? Je viens d'allumer la cheminée, suggéra-t-il sans souligner les mots. Elle avait refusé en hochant la tête de droite à gauche, et il comprit que l'image seule de la fille comptait à présent. Alors,
son appareil photo à la main, il la suivit en direction de la balustrade de bois ajouré qui encerclait la terrasse. En modèle qui connaît sa place d'avance, elle y trouva tout naturellement la pose aguichante convenant le mieux à son audace. L'œil collé au viseur, il cadrait l'image de l'inconnu que le soleil matinal éclairait en mettant en relief toutes les nuances du visage. Puis, contre toute attente, elle ouvrit soudainement le manteau d'un geste ferme, et la nudité étincelante de son corps apparut comme une épée que la main d'un enfant ou d'un fou se serait amusé à brandir sous le soleil. Bien avant qu'il ne pût appuyer sur l'obturateur de la caméra, un violent coup sur la nuque le fit s'effondrer sur place. C'est ici que commence le cauchemar. C'est ici que le personnage Jean-Marie Castel bascule dans le réel obscène. C'est ici qu'il va, à la suite de ce coup de lapin, il va être dépouillé de son passeport canadien, il va être dépouillé également de ses ressources, et il va devoir, nu comme un ver, reprendre son souffle de photographe et prouver qu'il est capable de renaître sans identité. Alors, tout le défi du roman, c'est de montrer au fait que on ne devient pas du jour au lendemain, en quelque sorte, argentin. Que cela, c'est l'espace donc d'un reflet qui s'inscrit, et par reflet, évidemment, ça pose la question de l'identité dans notre pays, au Canada, de l'identité qu'on peut appeler franco-ontarienne, qu'on peut appeler franco-manitobaine, franco-albertaine, où j'ai travaillé il y a quelque temps cette question-là à l'Université de l'Alberta, bien sûr de l'altérité québécoise. La question nationale pose toujours problème. Je suis loin de dire c'est une question dépassée, comme parfois certains le prétendent, mais je crois qu'il faut aller vers ce problème peut-être avec un autre regard aussi, en tout cas permettre un regard qui ne serait pris exclusivement dans l'idéologique et dans l'exclusif partage anglophone versus francophone. Je crois que d'une certaine façon, la question nationale que se pose au Québec est une question que toutes les cultures connaissent. Observez même un pays comme la France, un pays que nous aimons tant, un pays qui parfois nous fait souffrir. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, mon petit côté français, je pourrais dire, j'ai mal à la France. Bien sûr que j'ai mal à la France. Lorsque je vois l'obscénité avec laquelle a été traitée les tueries des Juifs à Toulouse, des militaires à Montauban, l'exploitation éhontée qu'on en fait pour des raisons idéologiques, des raisons politiques. C'est pas cette façon, ce personnage qui est quand même français, qu'on le veuille ou non, c'est Mohamed Merah, il est français, je veux dire, il ne parlait que français. D'ailleurs, quand il est allé une fois en Algérie, il ne pouvait pas communiquer avec sa famille parce qu'il ne parlait pas arabe. Alors, on a voulu même le faire enterrer en Algérie, il n'est pas français, etc. Donc, observez le Front National, comment le Front National, Jean-Marie Le Pen d'abord, sa fille maintenant, exploite cette question donc de l'identité. Donc, nous sommes tous pris avec ces problèmes-là. Peut-être que l'espace littéraire, d'une manière ou d'une autre, peut nous aider, ne serait-ce qu'à soulever la question, à essayer de voir ce problème avec des yeux moins, je dirais, moins aveuglés par le stéréotype. Être français, être espagnol, être argentin, je veux dire, l'Espagne, être espagnol, qu'est-ce que ça veut dire être espagnol ? Quand on connaît un petit peu l'Espagne, bon, c'est un pays que je connais quand même, je connais pas mal l'Espagne. Je veux dire, être espagnol, mais être espagnol c'est quoi ? Si on est né andalou, on est espagnol. Si on est né catalan, on est espagnol. Si on est né basque, on est espagnol. Vous voyez, c'est un gros problème, c'est un très gros problème. Même en France, un pays qui a été tellement centralisé, Napoléon est passé par là. Mais même en France, il y a encore des gens qui parlent breton. Il y a encore des gens qui appartiennent à d'autres espaces culturels. Il n'y a pas qu'un espace, une intensité, même en France. Mon Dieu, moi j'ai fait aussi des études dans le Sud. Voyez-vous la différence qu'il peut y avoir entre
un méridional, mettons, de Nîmes, ou un méridional de Perpignan, et un Parisien, un Parigot, c'est la différence qu'il peut y avoir parfois entre un Québécois et un Chinois. Enfin, j'exagère à peine. Donc, ce concept d'identité exige de notre part, et je crois que l'espace littéraire nous le permet, de poser quelques questions, ne serait-ce que pour le décoiffer un peu, pour le dépétrifier un petit peu. À partir de là, à partir donc d'une représentation possible, voire plausible. Alors, question concomitante, peut-on représenter la mer? On m'a parfois dit, d'enterrement, il n'est jamais question de mer. Mais il n'est question que de ça. C'est-à-dire, je crois que l'absence est beaucoup plus forte qu'une présence. Et c'est toujours l'absence de cette figure au féminin qui, à bien des égards, illustre la dérive de beaucoup de mes personnages. Mais, une fois n'est pas coutume, mon dernier roman parle de la figure de la mer. Deuxième citation. J'espère, Pierre-Luc et Brigitte, ne pas trop parler parce que je veux un espace de discussion après. D'accord? Donc vous me le dites si je m'étale trop. C'était d'ailleurs l'un des rares souvenirs heureux qu'il conservait de ses parents. Il revoyait le chevalet de son père planté à côté de la fenêtre qui donnait sur le Pacifique. S'étalant à perte de vue, les dunes de sable avaient la couleur ocre des terrains de tennis, un brin que le rouge des oxydes de fer de cette partie de la côte péruvienne mettait à feu et à sang dans les marines que l'artiste vendait dans les marchés à l'époque. Dans les marines, ce type de toile improvisée qu'on fait presque à main levée, enfin, lorsqu'on est artiste peintre, les marines que l'artiste vendait dans les marchés à l'époque où il tirait le diable par la queue. Pour ne pas le déranger dans son travail, sa mère prenait Jean-Marie par la main pour traverser la route qui les séparait de la plage. Chancay, le village côtier, réservait ses maisons au bord de l'eau aux riches. Il devait se contenter d'une vue sans accès direct à la mer. Il prenait la main de sa mère en traversant la route pour gagner le sable. C'est en faisant bloc avec elle que les vagues venaient le chercher. Puis, il y avait le regard des hommes qui brûlait beaucoup plus que le soleil. Aussitôt le goudron derrière eux, sa mère ôtait ses sandales et il la voyait pieds nus à ses côtés, légère et rieuse, les longs cheveux noirs aux quatre vents, tandis que le soleil collait à sa jupe. Il n'ignorait pas que la chute de cette jupe en coton blanc sonnerait midi dans les reins des hommes qui prenaient une bière en attendant que Bobonne leur fasse signe de rentrer au bercail. À force de marcher pieds nus sur le sable, les hanches de sa mère avaient l'ondoiement des vendeuses de coquillages. L'alcool, lui, viendrait plus tard, comme un sel qui ravage tout sur son passage. Nora, maman, dis-moi pourquoi la mère lève son chapeau d'écume quand elle te voit apparaître pieds nus sur cette plage noire de regards noirs. Maman, Nora, je suis sûre que tu as encore oublié la clé à la maison et qu'il nous faudra attendre le retour de papa pour qu'il nous ouvre la porte. Collectionneur et commerçant d'art précolombien, le père des Jean-Marie ratissait la côte en quête de poteries ayant appartenu aux anciennes cultures conquises par les Incas bien avant l'entrée en scène des Espagnols. Incapable de vivre de sa peinture, il quittait son chevalet pour suivre des guides autochtones payés à la pièce, censés connaître d'anciens tombeaux non encore profanés. Souvent, il lui fallait se contenter de pièces en mauvais état qu'une restauration lente et coûteuse rendait beaucoup moins rentables. De cet homme-là, l'enfant avait retenu le regard attentif porté aux objets façonnés par des mains anonymes. Le père passait des heures à contempler l'équilibre
entre la souplesse de l'argile et la vivacité des couleurs que le passage du temps n'arrivait pas à effacer. Or, ce regard s'assombrissait le soir, quand l'artiste rentrait bredouille, sentant le parfum bon marché des putes du marché indigène. Sa mère, bouche cousue, regardait ailleurs, soucieuse sans doute de préserver une harmonie sans laquelle la pauvreté n'aurait été que plus dure. Les infidélités de l'artiste étaient connues de tous. Aussi peut-être sa conscience aurait-elle été soulagée de la voir prendre elle aussi le même chemin. Mais elle s'y refusait. N'en déplaise aux mauvaises langues qui assuraient l'avoir vue certaines nuits d'été dans la voiture de l'avocat Vidal, propriétaire de l'hôtel Miramar, dont le restaurant Rosa del Mar étalait ses pétales entre les vagues. Elle aimait y chercher refuge lorsque la mauvaise humeur de l'artiste se transformait en cauchemar domestique. Du moins, c'était ce que le fils s'imaginait, afin de garder intacte l'image de cette femme dont la silhouette des gitanes hantait les dunes à l'heure où le père peignait des marines que personne n'achetait. Voilà, peut-on représenter la mer? Pas de réponse. La mer est-elle représentable? À bien des égards, je pose la question parce que mes romans n'ont toujours pas tranché. Il est vrai que dans le premier, un roman que j'ai publié en 1998, Les Foires du Pacifique, la mer n'apparaît que comme une sorte de comète foudroyante, là, l'espace d'un suicide. Il est vrai, ce sont des apparitions qui sont extrêmement dramatiques. Vous savez, je crois que dans la représentation littéraire, parfois, pour échapper à l'obscène, on passe de ce qui pourrait être une utopie à une sorte de dystopie, c'est-à-dire une absence d'utopie. Il est vrai qu'on m'a fait remarquer que parfois des gens qui connaissent par exemple des pays comme l'Argentine ou le Pérou, ils m'ont fait remarquer que parfois il y a là une représentation extrêmement crue, parfois dure. Et je crois que l'espace littéraire, en effet, permet une projection donc spéculaire, c'est-à-dire on ne voit pas toujours il est comme ça, mais comment il est en train de devenir. C'est un corps vivant, une culture, c'est un corps vivant, une ville, et parfois l'espace littéraire, je crois, permet de comprendre quelle va être la projection au niveau de sa violence, au niveau de son obscénité. Je crois que c'est peut-être ça l'une des forces de la représentation. Je pense ici à quelqu'un qui a énormément marqué la modernité littéraire, qui s'appelle Kafka. Je veux dire, Kafka, écoutez, Kafka, donc est l'auteur du Château, l'auteur du Procès. Kafka, il meurt en 1924. Et lorsqu'on relit Kafka, que ce soit le Château, que ce soit le Procès, les camps de concentration, ils sont avant la lettre. Et il est mort en 1924. Donc, à bien des égards, il se peut que dans un espace littéraire, on tombe dans une certaine forme de dystopie, c'est-à-dire le contraire de l'utopie. C'est-à-dire, ce n'est plus le paysage, je dirais, verdoyant, c'est le paysage en devenir, altéré, altérant. Cela permettrait-il d'échapper à l'obscénité lorsqu'il est question de représenter? Peut-être la dystopie serait une réponse. À ce titre, et je vais donc maintenant passer à ma troisième citation, à ce titre, je pense que quelqu'un qui a ouvert la voie, et c'est pour cela que dans Le silence obscène des miroirs, il est beaucoup question de lui, c'est Jorge Luis Borges, ou Borges comme on l'appelle en français. Alors tout d'abord, la citation de Borges qui sert un petit peu de préface au silence obscène. Et voyez, là c'est très intéressant parce que Borges était aveugle.
Marguerite Yourcenar, lorsque elle l'a visité avant qu'il n'aille mourir à Genève, avait écrit un très joli texte sur cet écrivain argentin dont les titres étaient Borges le voyant. Alors, je cite Borges. Du fond lointain du couloir, le miroir nous guettait. Nous découvrîmes, à une heure avancée de la nuit, cette découverte est inévitable, que les miroirs ont quelque chose de monstrueux. Bioy Casares était un des meilleurs amis de Borges. Vous savez, c'est l'écrivain de L'Invention de Morel. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici, L'Invention de Morel, très bien traduit en français. Bioy Casares se rappela alors qu'un des hérésiarques d'Uqbar avait déclaré que les miroirs et la copulation étaient abominables parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes. Voilà, je passe maintenant à un portrait de Borges. Vous savez, Borges était un ironiste des grands calibres lorsque, et je pense à ça maintenant parce que de nouveau il y a une sorte d'hostilité qui est en train de renaître entre l'Angleterre et l'Argentine. Vous savez que l'Angleterre a fait la guerre à l'Argentine, la guerre des Malouines. Borges, qui s'intéressait à toutes les cultures, et particulièrement aux cultures occidentales, mais il avait étudié d'autres cultures. Il avait, depuis toujours, dit beaucoup de bien de la culture anglo-saxonne. Et un journaliste qui voulait le piéger lorsqu'il était question de la guerre des Malouines, où Madame Thatcher, l'innommable Thatcher, avait envoyé donc l'armée, avait même provoqué le naufrage du Belgrano avec la mort d'un certain nombre de marins. On a voulu le piéger, Borges, donc, qui avait énormément d'amour pour la culture anglaise. Et on lui avait demandé, Maestro, alors, vous, qui parlez beaucoup de la culture anglophone, comment jugez-vous cette guerre que l'Angleterre fait à l'Argentine pour les Malouines? Vous savez, les Malouines, c'est donc des îles qui sont tout près de la côte argentine. Et alors, Borges répond, oh, vous savez, la guerre des Malouines, c'est comme deux chauves qui se disputent un peigne. Oui, c'était sa manière de renvoyer dos à dos deux violences, car la guerre des Malouines avait été aussi provoquée par les militaires argentins qui voulaient faire une sorte de rideau de fumée pour cacher leurs atrocités, pour cacher leurs obscénités. Alors, je vais lire ici un extrait où il est question de Borges. Car vous savez, Borges, qui n'a jamais écrit de roman, ce roman prétend qu'il aurait écrit un roman. Et que le roman, justement, s'appellerait Le silence obscène des miroirs. Alors, ici, c'est la rencontre des Jean-Marie, à Buenos Aires, d'une lectrice de Borges. D'ailleurs, il a été un peu frustré lors de cette rencontre parce que lui, il lui a raconté, il lui dit qu'il doit se rendre à l'ambassade canadienne pour qu'on lui fasse un nouveau passeport canadien. Il doit prouver qu'il est canadien. Mais il a quelques difficultés avec les bureaucrates qui lui demandent de prouver qu'il est canadien. Et alors, lorsqu'il lui raconte ce qui lui est arrivé à flanc de colline, le coup de lapin, la fille qui veut se faire prendre en photo, et au moment où il va appuyer sur l'obturateur de la caméra, il reçoit le coup sur la nuque. La lectrice, dont il va être question dans cet extrait, lui dit « Arrêtez, arrêtez, ça c'est l'intrigue du dernier roman de Borges ». Et donc là, il se rend compte qu'il ne peut pas raconter son histoire, car cette histoire aurait déjà été écrite par quelqu'un d'autre. Et donc ici, en effet,
le roman pose la question, peut-on encore aujourd'hui raconter nos histoires? Est-ce que quelque part, elles n'ont pas toutes déjà été écrites? Le soleil éclairait les cheveux de la femme qui parlait de Borges, comme s'il arpentait toujours les trottoirs de Buenos Aires. Son front haut et légèrement bombé formait un masque de sérénité avec le contour des lèvres et du menton. Ce visage avait la beauté d'une de ces mascarillas aztèques qu'on retrouvait dans les musées mexicains. Mûre, elle l'était, certes, mais avec un port de tête qui échappait aux spoliations du temps. Puis, il y avait cette poitrine que le pullover noir en angora mettait en relief comme deux coquilles gorgées de nuit. 10 années de plus à peine, et il aurait peut-être osé lui dire que son histoire sur le roman posthume de Borges n'avait tout compte fait aucune importance devant le miracle de leur rencontre dans ce café de Buenos Aires. Incapable de garder le cap, ses impressions sur elle changeaient en fonction de l'éclairage. Et s'il se trompait sur son compte? Et si elle n'avait que la beauté dévastée des femmes ayant trop aimé? Borges, l'avez-vous connu personnellement? Elle ne dit rien pendant quelques instants, puis un sourire un tantinet malicieux éclaira son visage. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous ne savez pas qui je suis. Allez, je ne suis plus une gamine. Je vous jure que si je vous ai prise en photo hier, avec votre consentement soit dit en passant, c'est tout simplement parce que je vous trouve belle. Il vit son sourire s'estomper comme si, loin d'être flatté, un souvenir amer venait de refaire surface dans sa mémoire. Puis elle dit « Il lui arrivait de prendre un café ici même, à cette table tout près de la fenêtre, quand il n'était pas à l'étranger. C'était avant qu'il ne devienne complètement aveugle. C'est à ce moment-là qu'il a eu besoin du bras de Maria Kodama. Maria Kodama avait été l'élève de Borges et elle est devenue son épouse. C'est à ce moment-là qu'il a eu besoin du bras de Maria Kodama, son étudiante à l'époque. Contrairement à ce que les gens pensent, ce lent crépuscule, comme il l'appelait, n'est pas venu d'un seul coup. Il s'y est longuement préparé. Son père était mort aveugle, une fatalité dans la famille. C'est grâce à un ami éditeur que j'ai pu le rencontrer, d'abord chez lui. Sa mère venait de mourir et malgré l'extrême élégance avec laquelle il cachait ses sentiments, on sentait la tristesse qui gagnait sa voix. Je le voyais si seul, dans cette solitude d'aveugle qui était la sienne. Il était devenu un aveugle dans son labyrinthe. « Maestro, le labyrinthe peut-il égarer la mort ?» lui avais-je demandé, tout excité à l'idée que je parlais au plus grand écrivain argentin du XXe siècle. Je me rappellerai toujours son sourire et cette manière bien à lui de pencher la tête en arrière, comme pour laisser le voyant qui habitait sa plume répondre à la place de l'homme en chair et en os. Le labyrinthe. Il peut tout au plus retarder sa faucille, mais encore faut-il que la mort l'accepte, avait-il fini par répondre. Je l'avais revu par la suite, entre 2 voyages. Il n'écrivait presque plus, disait-on, que des conférences grassement payées par des universités américaines, d'où ses longues absences. Rincón Porteño, la revue que je dirige depuis 25 ans, vous pouvez la consulter en ligne, www.rinconporteño.com, avait sollicité sa collaboration pour un numéro spécial sur les paroles du tango vu comme un faubourg de la littérature argentine. Il m'avait donné rendez-vous ici, un samedi matin, au début du printemps. Il est arrivé en s'appuyant sur son bâton en bois d'acajou à pommeau d'ivoire qui lui servait de canne. Par pure coquetterie, il faisait semblant de ne pas avoir besoin de tâter le sol quand son pas se faisait hésitant. Sa vision, je le répète, n'était pas encore complètement éteinte.
Tandis que la dame en noir dévidait les chevaux de sa mémoire, Jean-Marie avait l'impression qu'elle parlait à un micro. À force d'accorder des entrevues sur le célèbre écrivain, elle avait probablement fini par se croire toujours sur les ondes. La cécité n'a fait que rendre le verbe de Borges encore plus lumineux et pénétrant, affirma-t-elle, en concluant avec le ton péremptoire d'un docteur de la Sorbonne. Pensez-vous que Borges aurait pu être tenté par le suicide pour échapper à son sort? Jamais de la vie, voyons, quelle drôle d'idée. Mais pourquoi dites-vous ça? La vue lui filait entre les doigts, certes, comme une fin d'après-midi d'été, mais il lui restait la nuit, et quelle nuit! Il se promenait dans sa mémoire avec la joie d'un enfant qui aurait toute une forêt comme terrain de jeu. Ce matin-là, un sourire nostalgique au coin des lèvres, il m'a avoué qu'il avait composé des lettres de tango dans sa jeunesse. C'était ça, Borges. Quelqu'un qui, tout en devenant aveugle, s'amusait à récupérer son regard d'enfant, le seul qui compte d'ailleurs pour un artiste. L'accueil plutôt glacial, réservé à sa question, intimida Jean-Marie, qui, photographe en fin de compte, voyait la cécité comme la pire des disgrâces. Elle s'était remise à parler de l'écrivain avec la passion suspecte de ceux qui utilisent les grands écrivains dans le but de ne parler que d'eux-mêmes. Ses mains s'agitant dans l'air ressemblaient à deux araignées sur le point de se crêper le chignon. Et si ce qu'elle lui rapportait à propos de Borges était faux, y compris cette histoire sur son prétendu roman, alors qu'il était de notoriété publique, qu'il n'en avait jamais écrit, il avait d'ailleurs hâte de vérifier sur le web ce qu'il en était. À force d'être hanté par Borges, elle ramenait probablement tout à son œuvre. Sa petite histoire à lui, provinciale somme toute, coincée entre 4 montagnes, se voyait ainsi refuser le droit de parole. Dans ce conflit de fiction, le dernier mot revenait d'office à l'écrivain argentin dont l'œuvre, Bibliothèque atomique, concentrait toutes les intrigues de l'univers comme des neutrons aspirés par sa force d'attraction. Donc cet extrait pose la question de la finitude, de la limite des fictions. Est-ce que, à certains égards, les fictions de Borges, dans le cadre en tout cas de l'imaginaire latino-américain, ne viendraient-elles pas barrer l'émergence d'autres fictions qui auraient pu, elles aussi, révéler ce rapport à l'obscénité via, je dirais, l'identité en trompe-l'œil. Alors, Pierre-Luc, je vais m'arrêter là, étant donné que je pense avoir donné assez de pistes pour qu'il y ait une discussion fructueuse. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour la conférence. Et puis, comme on l'a promis, il va y avoir une période de discussion pendant laquelle je vais faire circuler le micro pour pouvoir enregistrer vos questions et vos commentaires et tout ça. Donc, voilà, je laisse à quelqu'un l'occasion de briser la glace. Oui, Zichad? J'avais une question, surtout sur la deuxième citation que vous avez lue. Est-ce qu'il y a un rapport entre... Oui. Oh, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un rapport exprès entre la mémoire et l'obscène dans votre livre, surtout dans la deuxième, entre la nostalgie, la mémoire et l'obscène? Oui, merci pour cette question qui est très intéressante. En effet, dans le côté mémoriel, au niveau de mes romans tels que je le vois, c'est toujours lié un petit peu à ce qu'on peut appeler la mémoire officielle. Je veux dire, dans le cadre, par exemple, du problème de l'identité argentine, donc, on va toujours présenter au niveau mémoriel, donc les enfants, par exemple, à l'école en Argentine, ils vont tous être éduqués dans le sens, notre culture première, elle est européenne. Notre rapport, c'est à l'Europe.
et donc tourner le dos à ce que Sarmiento, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, Civilisation et barbarie, appelle donc le corps obscur. Donc, dans son livre, Sarmiento dit que Buenos Aires doit se développer au détriment du corps obscur. C'est-à-dire, on doit donc faire venir des immigrants, et c'est la politique d'immigration, en fonction de cette mémoire-là, que donc l'Argentine, au 19e, va ouvrir absolument les portes, et des millions d'immigrants de l'Europe vont venir donc renforcer ce mythe. Donc, c'est toujours la mémoire, essentiellement, elle est obscène dans la mesure où elle est utilisée comme teint de cette identité, ce reflet. Hein, rappelle-toi toujours que tu t'appelles Sanchez. Rappelle-toi toujours que tes grands-parents viennent de la Castille, que tes grands-parents, toi tu t'appelles Anchorena. Rappelle-toi toujours, tes grands-parents viennent du Pays basque espagnol, etc. N'est-ce pas? Donc, et mes personnages, souvent, vont dans le sens plutôt de subvertir ce rapport à la mémoire. Hein. Souvent, mes personnages, au fait, la mémoire historique n'est pas là. Mais par contre, il y a une sorte de mémoire, je dirais, une sorte de mémoire émotive. C'est par exemple les flashs, les retours en arrière, la mer. Tout à coup, cette image de gitane, qui est aussi à bien des égards un cliché, mais un cliché avec conscience de l'être. Ce n'est plus un cliché, n'est-ce pas? Parce qu'il se reflète. Il dit, attention, je me sers de ces clichés. Je te dis, je t'aime. Mais je sais qu'en te disant je t'aime, je répète un mot galvaudé qui est un cliché, et en le réactualisant, il va se refléter comme un cliché, en quelque sorte, en abîme. Mais peut-on dépasser le cliché, n'est-ce pas? Alors donc la mémoire, je dirais la mémoire émotive, la mémoire, je dirais, viscérale, c'est une mémoire qui, elle, va s'opposer dans mes personnages à la mémoire historique, à la mémoire officielle, la mémoire lourde, qui va coiffer le personnage, donc, d'un passé espagnol, etc., italien, etc. À ma souvenance, il y a le personnage du passeur dans Les Dépouilles de l'altérité, un espèce de super-héros. Est-ce que vous avez trouvé dans votre littérature depuis Les Dépouilles de l'altérité une façon de concrétiser un peu ce messie, cette personne qui échappe aux représentations, qui, à mon avis, réussit à pénétrer la majorité? C'est un étranger qui réussit à pénétrer la majorité et donc vivre entièrement dans le réel. Et je trouve que c'est un beau message parce que on peut, surtout... Oui, surtout nous autres, les universitaires qui font des études interminables, on peut en fait se réfugier dans le virtuel et ne plus être dans le réel, en quelque sorte, être dans la lune. Je souffre un peu de ça, je l'avoue. Mais ce passeur-là, me semble, il est, je pense, la clé. Et puis, je l'admire de plus en plus, personnellement. Donc, comment concrétiser le passeur? Est-ce que vous avez trouvé une façon de le concrétiser? Donc, si j'interprète bien... non, mais c'est une question qui est très intéressante parce que ça fait, oui, c'est une figure que j'ai beaucoup travaillé dans le passé. Je crois qu'il y a encore la possibilité pour le passeur, mais il y a de plus en plus de difficultés. Aujourd'hui, je verrais davantage la figure du, je dirais, de plus en plus la figure du nomade un peu caméléon, c'est-à-dire la figure de... Puisque je ne peux pas aller à l'encontre de toute cette barrière concernant les différences, je vais parler toutes les langues possibles et je vais me mettre dans la peau de ceux qui les parlent. Et je vais en quelque sorte donc adopter un peu la coloration, le registre, mais pour ne pas me trahir, une fois que je serai à l'intérieur de cette langue, je vais revenir quand même sur quelques... je dirais, sur quelques réactions auxquelles je tiens. Donc le passeur, je pense aux dépouilles surtout, le passeur était un peu la figure qui parvient
Parce que voilà, ça c'est une des choses intéressantes. Il faudrait peut-être que je réponde mieux comme ça à cette question qui est bien trop importante. Moi, je me rends compte, à force de voir ces fictions, qu'il m'est impossible d'écrire des personnages en bloc. Tous mes personnages, ce sont comme des restes des personnages. Ils sont un peu comme rapaillés. C'est-à-dire, ce sont des restes. Donc, la dépouille, d'où toujours cette obsession pour la dépouille, je ne crois pas qu'on puisse comprendre un personnage d'un bloc. On ne peut le comprendre que rapiécé, en dépouille, en loques. Et donc, le passeur, c'est celui qui a la générosité et la lucidité de prendre ces loques et de les véhiculer d'une rive à l'autre. Mais c'est jamais des voyageurs en entier. D'ailleurs, un voyageur, lorsqu'il est on the road, il n'est plus lui-même. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je veux dire, voyager, vraiment voyager, c'est être altéré par le voyage. Ce n'est pas moi qui altère le voyage, c'est le voyage qui m'altère. Donc, lorsqu'on est on the road, on est déjà en lock, on est déjà ouvert à cette forme d'altération, absolument. Et là, je vais même au-delà, je crois, du contexte du Jacques Kerouac qu'on a un peu hypertrophié, n'est-ce pas, on the road. Mais Jacques Kerouac, finalement, il parcourait toujours les routes états-uniennes. Je veux dire, la frontière, on ne la voit pas beaucoup, n'est-ce pas? C'était un bon début. Mes personnages, eux, mon dernier personnage, il quitte le Canada, il quitte l'Argentine, il est sur le point presque de basculer dans la Bolivie effervescente, et puis il finit en Uruguay. Il finit en Uruguay, à l'extrême pointe de... donc, passeur de loques, aujourd'hui, je dirais. Passeur de débris. Voir le monde à travers ses restes. Voilà, mes personnages ne peuvent voir le monde qu'à travers des restes. Incapables de voir le monde ordonné que nous, on croit voir. Enfin, je ne sais pas moi je suis très myope. Moi, pour voir, déjà, je dois m'appuyer sur des béquilles. Voyez, ça serait ça ma réponse. C'est peut-être pas une bonne réponse. Merci. En fait, moi, je m'interroge beaucoup. Je vais me lever parce que j'ai une petite voix, là. Vous connaissez ma sensibilité pour les arts visuels et le fait que vous ayez doté votre protagoniste d'un regard de photographe m'interpelle beaucoup. Puis je me pose des questions sur le lien que vous faites peut-être entre le personnage photographe, la caméra et cette question d'obscurité. Puisque la caméra, c'est la caméra obscura, c'est la chambre noire. Mais pour développer cette photo, on a besoin de la lumière. Alors, je me demande pourquoi le personnage photographe, pourquoi cette vision du photographe? Le lien que vous faites avec l'obscurité, peut-être. Bon, très rapidement, je te dirais, tout d'abord, la question du photographe, pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est, moi, je viens d'une famille d'artistes peintres. Mon grand-père était artiste peintre, mon père était artiste peintre. J'ai toujours vécu entouré de peinture. J'ai vécu dans l'odeur de l'acrylique, de la peinture, des ateliers. J'étais tout petit, haut comme 3 pommes, et je savais où trouver la toile où mon père, qui venait de la cacher, qu'il croyait qu'il l'avait cachée, où il venait de peindre un modèle. À l'époque, je pense que c'est encore le cas, on peignait beaucoup de modèles nus. Et mon père, donc, avait souvent, il travaillait avec des modèles nus. Et donc, j'allais, moi, tout petit, aller voir ces corps nus. C'est là, la nudité, pour moi, elle est venue à travers les peintures, avec l'odeur de la peinture. D'ailleurs, à ce sujet, et toujours pour illustrer ce côté-là, je pourrais vous raconter juste une anecdote par rapport à ça. Et ensuite, je vais développer un petit peu plus ta question, Valérie. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé donner une conférence en Argentine. C'était dans différents endroits.
Et puis un jour, j'arrive dans une ville qui est à 2400 km, 2400 mètres d'altitude, excusez-moi, et qui s'appelle Tilcara. J'avais été à Buenos Aires, à Rosario, j'avais été à Tucumán. Et finalement, je suis allé à Tilcara parce que je savais que mon père y avait peint. Lorsque j'étais tout petit, il allait dans cette ville qui était encore imprégnée justement de passé indigène avec des ruines. Et puis une de ces villes, montagne, une de ces villes où je me rappellerai toujours, lorsque je suis allé, il y avait une pancarte qui disait, enfin en espagnol bien sûr, « Ici, le jour brille 360 jours par année ». Et c'est vrai que le jour où il n'y a pas de soleil, c'est publié dans la une des journaux. Bon. Donc une ville exceptionnelle, point de vue paysage, c'est aussi la ville Tilcara, qui est au cœur de ce qu'on appelle la quebrada de Humahuaca, où il y a les montagnes de cette couleur. Bref, j'avais terminé de donner ma petite présentation. Et il y a une dame mûre, qui peut rappeler un peu la dame lectrice de Borges, une très belle femme, mûre. Vous savez, c'est ce type de beauté que les années exacerbent à certains égards. Et elle avait eu la générosité de venir écouter mes salades. Et puis, on se met à parler. Elle me dit qu'elle est poète, qu'elle est poétesse. Je vais apprendre plus tard que c'était une poétesse connue de la province. Et puis, petit à petit, elle me raconte, en prenant comme ça un verre de vin, elle me raconte que lorsqu'elle était jeune, et mon Dieu, qu'elle devait être belle quand elle était jeune, cette femme, elle avait été... Parce que je lui ai demandé, ah oui, cette poésie, votre poésie, excusez-moi, je ne la connais pas, parlez-moi un peu, que la poésie lui était venue lorsqu'elle avait posé pour un artiste peintre, lorsqu'elle était toute jeune. Et que c'était l'intensité des couleurs de ce peintre et la façon dont il lui parlait qu'elle était née à la poésie. Elle me raconte ça. Et au fur et à mesure qu'elle me parle de ça, je me rendais compte qu'elle était en train de parler de mon père. Elle parlait de mon père. Car, en effet, les traits qu'elle donnait, la façon dont elle... Je savais que il avait passé un séjour là-bas, etc. Moi, par délicatesse, je me suis gardé de lui dire qui j'étais. Mais j'ai appris par la suite donc qu'elle avait été, en effet, une de ces modèles de mon père. Alors, bien sûr, tout en l'écoutant, je pensais aussi un peu à ma mère. J'ai pensé à ma mère qui attendait l'arrivée de mon père, alors qu'il était à des milliers de kilomètres, là, enfin des milliers, à quelques kilomètres de distance. Alors, je réponds à ta question, le photographe, donc l'œil de l'artiste, c'est quelque chose qui a hanté toujours ma jeunesse, mon enfance. Alors, dans ce roman, étant donné qu'il y avait déjà eu des artistes peintres, je pense au Phare du Pacifique, donc je songeais au photographe parce que je crois que le photographe, et là je développe la deuxième partie pour ta question, je crois que le photographe aujourd'hui répond peut-être davantage, avec davantage de réactivité à l'obscénité du monde. Alors que, et tu le sais très bien puisque tu es artiste et que tu es prise aujourd'hui avec ta maîtrise à double tranchant, je dirais, écriture et partie visuelle. Donc l'artiste, lui, forcément, lui aussi, il doit se précipiter dans une certaine lenteur. Le plasticien, il doit chercher, n'est-ce pas? Le photographe, lui, peut réagir avec davantage de rapidité face à l'obscénité du monde, je crois. Alors, mon personnage, Jean-Marie, c'est un personnage qui réagit vite, mais en même temps,
au moment où il croit enfin avoir trouvé la possibilité de capter entre ciel et terre cette image, c'est lui qui est capté. N'est-ce pas? Donc dans l'œil du photographe, il y a peut-être la tentation de céder à l'instantané. Mais en même temps, le personnage de Jean-Marie, dans mon roman, montre que cette photographie peut déboucher sur une sorte d'être pris dans la chasse. Hein? Parce que, vous savez, lorsqu'on va par exemple au Pérou et qu'on veut prendre en photo un Amérindien, ils vous jettent des cailloux, convaincus qu'ils sont, que vous prenez leur âme. N'est-ce pas? Je crois que dans le photographe, mon personnage est photographe parce que c'est un chasseur d'intensité. C'est un personnage qui a besoin d'être à l'affût. Un photographe, mon photographe à moi, c'est quelqu'un qui est à l'affût. C'est une sorte de braconnier. On dit ça, hein? Braconnier. Une sorte de braconnier. Et souvent, il sort la nuit, d'ailleurs, pour prendre en photo. Et souvent, il hante les cafés, surtout les cafés des villes comme Buenos Aires, mais il faisait ça aussi à Montréal. Donc, ces cafés où tout à coup, on peut prendre quelqu'un qui se laisse aller dans un café. Peut-être qu'il y a dans le photographe, donc, une réactivité de braconnier, de chasseur, que je ne retrouve pas aujourd'hui chez l'écrivain, qui est de plus en plus relégué, qui n'a plus la place qu'il, elle, avait au XIXe siècle, au début du XXe. Il y a dans le fait d'écrire aujourd'hui donc une lenteur que les marchés acceptent de plus en plus difficilement. Votre éditeur est toujours en train de vous pousser là pour vous faire signer le prochain contrat. Un photographe n'a pas besoin d'être poussé, ça vient. Un roman, c'est pas une photo. Un roman, c'est des milliers, des millions de photos. Et là, voilà le silence obscène des miroirs. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, surtout pas, mais ce que vous venez de dire sur les arts visuels, sur la photographie, tout ça, ça m'amène à penser que la photo, après tout, comme la littérature, comme les arts plastiques, c'est une autre manière d'essayer de représenter le réel, qui engage des mécanismes tout à fait différents, mais qui poursuit peut-être d'une certaine manière le même but, c'est-à-dire capter un soulèvement esthétique ou intellectuel ou une fulgurance de l'esprit ou quelque chose qui a capté l'œil, arriver à le capter pour le transmettre. Et puis, il y a comme un échec à chaque fois, il me semble, dans cette tentative-là de la part de l'artiste. Oui, tout à fait, de l'écrivain, de l'artiste plasticien, du photographe, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment peut-on représenter le réel? C'est pratiquement... C'est une question qui me préoccupe beaucoup, moi aussi, dans mes recherches. Pierre-Luc, comment peut-on représenter le réel si on veut échapper aux stéréotypes, surtout? Oui, parce que on ne peut pas juste se contenter de ce que le marché attend de vous. Exactement. Mais ça me fait penser... il y a comme une belle métaphore ou un jeu de miroir ou une mise en abîme, ou je ne sais pas trop comment l'appeler dans votre roman, mais justement le personnage qui perd son identité canadienne puisqu'il est dépouillé de ses papiers, à l'ambassade, on lui dit « Prouvez-moi que vous êtes Canadien », mais comment on fait pour prouver qu'on est Canadien? Comment est-ce qu'on peut représenter cette partie-là du réel, par exemple, ou toute autre partie, alors que, lui, on lui reproche de parler trop bien espagnol avec un accent argentin. Quand il s'adresse en français à la bureaucrate, elle lui répond en anglais parce que visiblement, elle ne comprend pas le français, donc parler français, c'est pas non plus une preuve qu'on est Canadien. Si on a un autre accent, enfin, ça me semblait très intéressant en regard de cette question-là. Comment représenter le réel? Peut-on aller au-delà de ce que Sade a fait? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque les limites de l'interprétation, de la représentation se heurtent constamment aux clichés et aux stéréotypes. Je n'ai pas de questions, c'était simplement... Mais écoutez, c'est merveilleux, là, vous avez fait un résumé parfait de tout ce que j'ai fait pendant 3/4 d'heure. J'aurais pu faire ça et j'aurais fait l'économie de presque une demi-heure. Non, Pierre-Luc, je crois que vous posez le doigt sur... c'est sûr que
on représente le réel souvent de manière topique, en faisant donc appel à des figures déjà là, en se contentant donc de nourrir une industrie éditoriale qui demande que vous soyez toujours fidèle à ce que vous avez déjà fait, également que vous le fassiez vite, de façon à nourrir. Hein. Moi, je connais quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, mais je lui ai dit une fois, je ne sais pas, est-ce vraiment nécessaire? Je parle de Sergio Coquis, que j'ai beaucoup aimé au niveau surtout du Pavillon des Miroirs et puis d'autres romans. Mais Sergio Coquis, c'est quelqu'un qui produit un roman tous les ans. Alors je dis, es-tu vraiment obligé de produire un roman tous les ans? Je veux dire, comment peux-tu faire pour vraiment tordre le cou au cliché en si peu de temps là? Car à chaque fois, quand même, il y a des questions qui se posent. Je prétends que même si, bien sûr, je ne peux pas trahir certaines de mes obsessions, la figure du père, etc., c'est des obsessions. Je crois que tout écrivain a un certain nombre d'obsessions, et puis on va développer dans tous les romans. Mais comment peut-on faire vraiment pour... peut-on accepter le terme, mettons pas progresser, j'aime pas trop ça, mais disons devenir de plus intense, de se décompter davantage, faire en sorte que vos écrits deviennent, se séparent de plus en plus de l'accessoire pour aller à l'essentiel, si on ne fait pas un travail préalable d'une certaine... c'est ça ce que j'appelle se précipiter dans la lenteur. Donc ce travail d'aller se coltiner et se bagarrer avec la solitude. Peut-on vraiment se décanter, je dirais, peut-on se déprendre de tous ces tics qui nous envahissent à longueur de journée, le martèlement médiatique, les répétitions, etc. Peut-on s'en déprendre si on ne fait pas une sorte d'ascèse? Je ne sais pas, je pose la question. Donc, il y a un côté un peu athlétique dans ces affaires d'artiste, Valérie. Je veux dire, il y a une performance physique. Il faut donc, dans l'écriture, dans le photographe, il faut donc impliquer son corps, son énergie, de façon à donner quelque chose qui soit intense, un tantinet intense, et qui ne soit pas juste la pâle copie de ce qu'on sait déjà. Enfin, j'aimerais croire que dans chacun de mes romans, il y a des petites bribes qui se découvrent et qui peuvent aider des lectrices, des lecteurs, à se poser des questions par rapport au monde dans lequel on est. Je ne sais pas, c'est peut-être une prétention vaine, mais en tout cas, c'est ça qui me fait plaisir. Me répéter, ou faire des romans qui iraient seulement dans le sens de ce qu'on attend de vous. C'est un piège. Donc je postule un roman qui soit métatopique, c'est-à-dire un roman qui aille au-delà du cliché, ou qui au moins le subvertisse, le montre, qui joue un peu avec le type de société dans lequel on doit s'afficher. N'est-ce pas? Donc il faut toujours un mot de passe, Pascal, il faut toujours un mot de passe. Donc dans une société où si tu n'as pas de mot de passe, tu n'es pas accepté, tu deviens donc une sorte de, je dirais, de nomade caméléon. Donc tu vas donc te glisser dans la langue de l'autre. Et plus tard, peut-être, tu vas essayer de poser des questions. Moi, j'ai toujours été obsédé par ça. Moi, mon premier livre que j'ai publié au Québec, ça s'appelle « Du stéréotype à la littérature », et ça posait justement la question de peut-on représenter? Qu'est-ce que c'est la représentation? Et ça, c'est il y a plusieurs années, et je partais de la base, oui, du stéréotype à la littérature, et j'ai eu la chance, et voilà, et je suis très reconnaissant au Québec, qui lui a réservé un accueil très favorable, alors que moi, je m'attendais à ce que personne ne le lise, parce que je considérais qu'il était un peu trop dense, etc. Non, pas du tout. Il a fait un beau cheminement. Et donc, je crois que j'ai posé une question
qui a des répercussions et qui intéresse tout le monde. Parce que le cliché, le stéréotype, on le voyait toujours comme un synonyme de cliché. Et dans ce livre-là, je montre justement qu'il y a le cliché, les topoïs, les métaphores lexicalisées, mais qu'il y a un mécanisme qui est à cheval entre l'inconscient et les langages liés que moi j'appelle le stéréotype. Et je montre comment, donc, dans cette dynamique qui va du stéréotype à la littérature, comment la parole littéraire est dans un rapport parfois obscène. Et vous comprenez maintenant ce que je veux dire par obscène, entre le cliché et la représentation. Oui, je voudrais revenir là, sur cette question qui m'apparaît centrale de la représentation du réel. Bon, enfin, tu as posé la question, est-ce qu'il est possible de représenter le réel? Comment représenter le réel? J'ai le sentiment que poser la question dans ces termes-là, c'est peut-être penser que le réel possède une essence, j'allais dire presque une réalité. Bon, enfin, j'ai le sentiment que plutôt que le réel n'existe pas et qu'il n'existe que des représentations du réel. Et dans cette perspective, je me demande si l'obscénité des miroirs, ça n'est pas un peu la négation dans le miroir de la représentation, comme si il n'existait que le réel qui se double, qui se duplique simplement, et que ce réel-là s'impose à la représentation, alors que finalement il n'existe que des représentations. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, merci Christian. C'est en effet une question extrêmement intéressante. Et merci également de me donner la possibilité donc de me confronter à ce point de vue. Je crois que ta question soulève quelque chose d'essentiel. D'un point de vue strictement phénomène, le réel n'existe pas. Ou, pour le dire d'un point de vue phénoménologique, il y a autant de réel qu'il y a des perceptions du réel. Mettons, d'un point de vue philosophique, je serais tenté de te donner raison. D'un point de vue strictement, je dirais, créationnel, si on va employer le terme, toi et moi, nous sommes confrontés à des phénomènes qui nous touchent. Et ce sont des phénomènes qui sont à la base de tout roman, car un roman s'attaque forcément à des choses qui chamboulent et qui altèrent. Et c'est quoi? La mort, l'amour, la maladie, l'accident. La mort n'existe-t-elle pas? Christian. Nous voudrions bien que la mort n'existe pas, n'est-ce pas? Mais la mort, même si d'un point de vue philosophique, je veux m'égarder de l'essentialiser, c'est-à-dire d'ancrer quelque chose de matériel, il suffit de tourner à droite et à gauche et de voir qu'il y a des gens qui sont fauchés. Soit la maladie, l'âge. Peut-on représenter la mort? Poser la question, c'est poser la question du réel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le réel, d'un point de vue théorique, n'existe pas, parce qu'il y a autant de réel qu'il y a des points de vue. Si on est perspectiviste, on va dire, il y a la mort vue par Paul, il y a la mort vue par Marie, il y a la mort vue par François. Et à la limite, la seule mort qui compte, c'est peut-être celle qui va être éprouvée par la personne qui est en train de la vivre, sauf elle ne pourra pas la raconter, car cela sera trop tard. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est la raison pour laquelle, Pascal, j'avais développé ce concept des dépouilles. C'est-à-dire, afin d'éviter de rendre le réel
trop matériel et de ne pas tomber dans le piège de l'essentialiser, comme on dirait. Donc il y a la dépouille. La dépouille, ce sont les restes de la mort, de l'amour. Mes personnages, plutôt que de s'intéresser à ce moment irreprésentable de l'amour, parce que comment représenter l'amour sans tomber dans les clichés? Je t'aime pour la vie, mon amour, compte sur moi, je serai toujours là pour toi. On a déjà entendu ça, Pascal. Moi, mes personnages, pas moi, je les ai cotés, mes personnages s'intéressent au moment de la rupture, mes personnages s'intéressent au moment de la dépouille, de ce qui reste de l'amour. N'est-ce pas? Là, voyez-vous, là, lorsque... C'est quoi? C'est à peine une image dans 260 et quelques pages, l'image de la mer. C'est une dépouille de la mer. C'est-à-dire, ce qui reste du réel, ce sont des dépouilles, n'est-ce pas? Et lorsque je parle de représenter, au fond, et ta question me permet d'affiner ma réponse, je parle de représenter les dépouilles. Comment peut-on représenter les dépouilles? Ces restes, ces bribes. Le réel, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, mes personnages, eux, vivent confrontés à des intensités qui viennent de la rupture, de la solitude, de l'abandon. Beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon. Je dirais, c'est le premier moteur de mes personnages, le sentiment d'abandon. C'est-à-dire, tant mieux pour ceux qui échappent à ce sentiment-là, mais mes personnages n'y échappent pas. Le sentiment d'abandon. Est-ce du réel? Est-ce de la fiction? Une chose est certaine, ça les rend tristes, ça les rend mélancoliques, ça les exalte. Peut-on représenter cela? Je ne sais pas si je réponds à ta question, Christian. D'une certaine façon. Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est dans la représentation de la représentation. Oui, oui. Et l'obscénité, comme tu le signalais tout à l'heure, et peut-être là aussi, en effet, ce refus, parce qu'en réalité, il y a un déni face... Je veux dire, on reste cloué à ce qu'on appelle le réel, n'est-ce pas? Alors qu'il y a toutes ces représentations. Disons que mes personnages, donc, eux, ils ont du mal à trouver le mot de passe pour décrypter ces représentations. On prétend, on se croit toujours plus avisé que les autres. Hein. On se croit que parce qu'on est entouré par nos différentes béquilles technologiques, que le marché états-unien se plaît à accélérer, surtout pour des raisons économiques, on se croit plus smart. Vous savez, lorsque je me balade dans des pays qu'on considère très pauvres, mais qui sont très riches, point de vue intensité artistique et langagière, la Bolivie, le Pérou, etc., et d'autres pays comme ça, je vois qu'il y a face au phénomène davantage de fraîcheur que nous en avons. Nous sommes déjà cuirassés. On veut être cuirassés. On ne veut surtout pas qu'on nous chamboule. On ne veut surtout pas qu'on nous altère. Il faut que lorsque l'altération arrive, et nous sommes altérés, parce que comment peut-on aimer sans être altéré? Comment peut-on désirer sans être altéré? Comment peut-on vieillir sans être altéré? Comment peut-on s'éduquer, faire de la recherche, écrire sans être altéré? Mais on est dans une société, ici comme ailleurs, où on veut de plus en plus programmer cette altération. Et mes vacances, je les prendrai la 2e semaine de juillet. Là, je vais être en pleine forme, etc. Alors que lorsque je vais dans des pays où rien n'est prévisible, l'altération est au jour le jour. C'est tous les jours que ça se passe. Donc, quelque part, face au phénomène, ces gens-là, peut-être vivent avec davantage d'intensité le rapport aux dépouilles. Peut-être.
je n'émets pas de jugement de valeur. J'essaie de comprendre donc pourquoi mes personnages, eux, n'arrivent pas à trouver le mot de passe. Jean-Marie, on pourrait dire qu'il est un peu naïf, mais s'agit-il de naïveté ou s'agit-il donc de quelqu'un qui cherche à travers donc son regard de photographe, qui a cherché et puis qui a fini par être pris. Et puis bon, on lui a pris son passeport aussi. À partir de là, il se pose la question également de est-il canadien, est-il argentin? Bon, mais à partir de là, l'altération, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc accepter, avoir le courage de comprendre qu'on est en mutation, que nous sommes tous des mutants. Moi, je prétends qu'un personnage de roman est mutant, il change, il évolue. Autrement, il ne serait pas un personnage. S'il n'aurait pas des masques à en faire tomber, il ne serait pas un personnage. Il serait déjà coulé dans un moule. Ben, il serait un cliché, un stéréotype. Donc, la création, pour moi, que cela vienne, Pierre-Luc, du photographe, de l'écrivain, la création, c'est un art de la déprise. Un art donc de la déprise, ça veut dire donc se débarrasser de toutes ces béquilles qui font de nous des paralytiques, là, en quelque sorte. Bonsoir, merci pour la présentation. Je voudrais penser à une chose par rapport au titre. On parle de miroir. Et je me demandais si le personnage de Jean-Marie, quand il rencontre d'autres personnages comme Madou et les autres, s'il n'est pas en train d'imaginer ces rencontres. Parce que finalement, dès qu'il essaie de... C'est un peu comme s'il fuit la réalité. D'ailleurs, aimons-nous la réalité? Je ne crois pas. Donc il essaie plus ou moins de... Dès qu'il voit un personnage, il se dit, est-ce que je l'imagine ou est-ce qu'elle est réelle? Il se pose constamment ces questions. Donc je me demandais, par rapport au miroir, si finalement il se reflète, s'il n'est pas en train de se voir lui-même et qu'il invente ses personnages lui-même et qu'il y a une multiplication de ses personnages. Et que vers la fin, lorsqu'il perd... qui se demande s'il devrait tout abandonner, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment important. Tout ce qui compte, c'est qu'il a senti, comme vous disiez tout à l'heure, que c'était un chercheur d'intensité et que c'était ça finalement qui comptait. Que le reste, ça importait peu. Qu'il soit canadien ou chinois, c'est pas important. Parce que dans le fond, ce personnage aussi, puisqu'il a vécu à Montréal, mais qu'il arrive en Argentine, je ne suis pas convaincue qu'il essaie de chercher son identité. Mais il essaie plutôt de s'interroger sur lui-même, de s'interroger sur ce qu'est la réalité. Mais il ne veut pas chercher de réponse. Donc le miroir, c'est un peu ça. Je veux dire, on se regarde dans le miroir. Je ne suis pas sûre que la personne que je vois, c'est vraiment moi. Parce que finalement, on ne se connaît pas. Donc c'est un peu ça. Oui, merci beaucoup pour votre commentaire. Merci pour votre question très, très pertinente. Oui, tout d'abord, savons-nous qui nous aimons? Je crois que mes personnages m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est peut-être une des choses intéressantes de ce long travail d'écriture. Lorsqu'on arrive à leur donner une certaine liberté, car il faut qu'ils soient libres. Jean-Marie, je ne suis pas sûr que Jean-Marie ait la générosité de faire confiance aux personnages féminins dont il était pris. Mes personnages féminins, je trouve, ils sont beaucoup plus généreux que mes personnages masculins. Mes personnages masculins, bien que ils m'obsèdent autant, ce sont des personnages qui ont peur d'être heureux, je crois, qui ont peur de faire confiance, je crois, alors que les personnages féminins qu'ils rencontrent, malgré que ce sont des personnages qui changent, mais qui ne changent pas, ce sont des personnages quand même qui sont prêts à vivre l'intensité. Madou, c'est quelqu'un qui était prête, et parlons franchement, qui était prête à avoir un enfant, par exemple, qui est quand même un geste par les temps qui courent d'extrême générosité et de courage, je crois. Alors que lui, Jean-Marie, ne se voyait pas dans le rôle du père. Donc, dès que le personnage de Madou change de visage parce qu'elle est enceinte, tant qu'elle n'était pas enceinte, il la voyait d'une manière tout à fait différente. Dès qu'elle devient enceinte, il a du mal à assumer
cet excès de générosité, parce que c'est ça la venue d'un enfant. Et donc, je dirais, l'obscénité ici vient aussi de cette sorte de non-réciprocité parfois entre ce qu'on cherche, ce qu'on trouve. Alors, les personnages féminins ont la capacité en général dans mes romans au moins de signaler leur passion. C'était le cas dans La Passion des nomades, c'était le cas dans Un café dans le sud, c'était le cas dans Ce feu sinon de l'exil, c'est le cas ici. Madou est un personnage féminin qui a le courage donc de dire où elle en est par rapport à son désir. Alors lui, Jean-Marie, a du mal à assumer ce désir-là. En même temps, il est vrai, lorsqu'on est à l'étranger, et tous mes personnages sont toujours à la frontière, ce sont des personnages incapables de se sédentariser, ce sont des personnages qui doivent toujours rouler leur bosse, parce que se sédentariser serait donc accepter qu'on peut devenir père, accepter qu'on peut devenir un repère, accepter qu'on peut devenir donc une sorte de pieux auquel s'amarrerait une famille. Donc, alors que je crois que par rapport à votre question, il ne voit pas le personnage comme un bloc, il le voit multiple, il le voit comme une sorte de puzzle. Pour mon personnage, la femme est un puzzle. Hein, et donc, à chaque fois qu'il essaie de le terminer, il y a toujours une pièce qui manque. Et alors là, il prend la fuite. Et puis, ça y est, c'est trop tard, il a changé de nom. Je répondrai comme ça à votre question. Je crois que mes personnages m'apprennent qu'on n'arrive pas, au fait, à terminer le puzzle féminin. On n'arrive pas à mettre en place. Les bribes sont multiples. Et le personnage finit par échapper à ça. Je crois qu'il y a un peu de ça. Merci pour votre commentaire. Merci. Je doute pas que vous avez, qu'il y a d'autres questions dans l'audience, mais malheureusement, le temps file. Il est maintenant 7 heures, donc on va terminer ça là-dessus. Je veux vous remercier pour votre conférence. Par intérêt labellisant, en fait, j'appellerais peut-être un témoignage d'autopoétique réfléchi, ou je ne sais trop, enfin. Vous aviez raison de dire que c'était pas un objet académique que vous alliez nous livrer ce soir. C'est très intéressant, ça participe tout à fait du mouvement qu'on tente d'insuffler à la recherche en littérature. Je voulais vous remercier tout le monde d'être venu en si grand nombre. Je voulais remercier Mme Joubert aussi pour sa conférence d'il y a quelques semaines. Monsieur Cavoirie et M. Imbert qui ne sont pas présents ici, M. Mia d'être venu et d'avoir participé à 2 reprises, et tout le monde qui s'est déplacé au moins une fois pour ce cycle de conférences. Vous retrouverez la conférence de ce soir en balado-diffusion sur notre site très bientôt. Vous pouvez devenir fan ou aimer Salon Double sur Facebook, dépendant de la langue dans laquelle vous utilisez Facebook. Là-dessus, bon, on met toutes les actualités. Il y aura des photos de ce soir, le lien vers le site web et tout ça. Et je vous invite encore une fois, si ça vous intéresse, à participer activement au projet, donc en envoyant des textes, des idées de collaboration et tout ça. Et on vous reviendra l'année prochaine, à l'automne ou au printemps ou à l'hiver, on n'a pas trop décidé encore, ou peut-être pendant les 3 saisons en fait, puisqu'il y a définitivement un intérêt dans la région pour ce genre d'événement. Donc merci d'avoir assisté à la conférence aujourd'hui et d'avoir participé. Merci à vous. Merci à vous.